Je suis médecin généraliste à Bordeaux, donc autour de Bordeaux en Gironde, vice-président de l'UFMLS, et on m'a demandé de vous parler de la sécurité des médecins. C'est un sujet qui est important, notamment sur le département du Nord, qui est le département le plus touché par l'insécurité, d'après les dernières stats. Donc ce qui a motivé un petit peu ce sujet, c'est l'actualité récente. Donc à Marseille, le 4 août, on a eu quand même un fait gravissime et inédit, puisque lors d'une soirée à l'internat, de la résidence de l'internat de la Timone, on a eu deux mecs qui se sont amusés à tirer sur les internes, parce qu'ils parlaient trop fort, parce qu'ils faisaient du bruit en faisant la fête. C'est pas un mauvais sketch des inconnus, hein, c'est vraiment arrivé. On a eu donc un jeune confrère qui a eu son pronostic vital engagé par un tir de carabine à plomb qui ont touché la carotide, donc il a dû être pris en charge en urgence en vasculaire. Faut savoir que c'est quand même un hôpital qui posait déjà des problèmes, puisque l'année d'avant il y avait eu une infraction par un délinquant multirécidiviste qui avait agressé une jeune consoeur. Qu'il avait frappé avec tentative de viol, ce qui avait déjà fait quand même pas mal de buzz. Et les syndicats internes avaient réagi et avaient mis en cause la responsabilité de l'hôpital. Il y avait une porte qui ne fermait pas, qui avait été signalée des mois auparavant, et la direction hospitalière n'avait rien fait. Il y avait même eu une directrice d'hôpital qui s'était permis de dire que le problème c'était pas la porte, mais c'était la culture du viol que nourrissaient les internes et les médecins. Donc on avait pris à partie sur Twitter, et qui continue de sévir dans une agence gouvernementale, pour pas la nommer. Donc bref, suite à ces tirs sur interne, le jeune tireur a été interpellé avec son frère. Donc c'est un fonctionnaire de justice qui a été mis en détention provisoire et qui a été placé sous contrôle judiciaire, malgré les protestations de la communauté médicale. Et le procès va se tenir en 2019. Donc nous, à l'UFML, on prend des nouvelles régulièrement des internes qui ont été victimes de cette agression, et on continuera à suivre l'affaire. D'autres faits ont été rapportés, notamment en 2016, qui a été une année noire au niveau de la sécurité. Si j'arrive à changer, c'est bon. Ça marche. Un espace. Ouais, notamment donc dans le Nord, hein, il y a eu des agressions au service des urgences, avec des condamnations qui sont tombées entre 6 mois et 1 an, je crois, de prison ferme, plus du sursis. Donc ça, il y avait une réaction forte de la communauté hospitalière. Toujours en 2016... En 2016, à Nogent-le-Rotrou, on a eu un confrère qui a été poignardé par un patient. A priori, donc c'était un patient schizophrène. Bon, l'enquête est en cours, on n'a pas trop eu de nouvelles. Mais l'UFML s'était déplacé en la personne de Jacqueline Goltman, notre vice-présidente, pour apporter le soutien et puis témoigner des difficultés de la prise en charge des patients psychiatriques, hein, notamment dans les cabinets libéraux, qui peuvent être confrontés effectivement à ce genre de problème. Et toujours en 2016, et cette fois dans le Nord, ça paraît pas bien, on a eu un confrère qui a été harcelé par une bande d'adolescents, hein, qui lui ont cassé une jambe et qui avaient pris l'habitude de squatter devant son cabinet, probablement de faire le guet pour des trafics de stupéfiants. Donc le médecin avait été blessé. Il y avait eu des articles quand même dans la presse nationale, et suite à ça, il y a eu des mesures qui ont été prises dans le Nord pour signaler ces faits de délinquance et d'agression, dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Donc si on reprend un peu les stats du Conseil de l'Ordre, on voit que les agressions de médecins sont en augmentation constante. Les dernières stats de 2017, on a 1035 agressions, ça ne fait qu'augmenter.
Donc le palmarès désigne le Nord et les Bouches-du-Rhône comme les deux premières marches. Je crois qu'en 2016 c'était les Bouches-du-Rhône et en 2017 c'est le Nord qui est devenu premier. La plupart du temps donc, ça se passe plus en ville qu'à l'hôpital, plutôt sur les médecins généralistes et plutôt les femmes. Alors ça c'est lié aussi au fait qu'il y a de plus en plus de femmes. La balance s'est inversée entre femmes et hommes. Donc la plupart du temps c'est des patients, accompagnants ou tierces personnes c'est moins fréquent. Il y a quand même 2% des agressions avec une arme. Et les faits de violence physique ça reste stable à 7% des incidents. La plupart du temps c'est des violences verbales, du vol ou des vandalismes. Agression sexuelle, bon, c'est plus rare. Alors, les principaux motifs d'incident, donc reproches relatifs à la prise en charge, bon après refus de prescription médicamenteuse, le vol, bon, tout ça c'est des choses auxquelles on est confronté et qui c'est pas des chiffres très surprenants. On a appris ça aujourd'hui. Pardon? Un médecin, je crois, qui s'est fait casser le oui, il s'est fait casser le nez parce qu'il a refusé une prescription de produits stupéfiants, de substituts opioïdes, qui s'est fait casser le nez. Alors que dit la loi? Il faut savoir qu'il y a quand même, malgré le fait qu'on en recense de plus en plus, il y a une sous-déclaration. Donc 7%, je vous disais, d'incidents donnent lieu à une ITT. La plupart des praticiens ne donnent pas de suite, quelques-uns portent plainte et d'autres déposent une main courante. Il faut quand même savoir que les sanctions, quand elles sont appliquées, elles sont lourdes. Il y a 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende pour menace. Donc vous avez tout le listing des personnes concernées, et ainsi que les professionnels de santé, évidemment, qui remplissent une mission de service public dans le cadre de la permanence des soins notamment. Et quand les menaces sont considérées comme dangereuses, effectivement, ça peut aller de 5 ans à 75 000 € d'amende. Alors nous, qu'est-ce qu'on propose à l'UFMLS? On a bien compris que toutes ces agressions, c'était facteur d'accentuation des déserts médicaux, parce que vous n'avez pas envie de vous installer en sachant le soir que vous risquez de vous faire poignarder ou casser la gueule ou abîmer la voiture, etc. Donc on propose de créer un parcours juridique spécifique avec traitement prioritaire de la plainte pour les actes de violence commis envers un soignant, donc un circuit propre, avec des numéros dédiés et des cellules de crise et des prises en charge spécifiques pour les soignants. Pour les zones qui sont déjà à risque, effectivement, améliorer la sécurisation du cabinet. Ça peut passer par des dispositifs de vidéosurveillance ou d'alarme rapide connectés avec les autorités, mais évidemment là c'est pas du préventif, et on vous conseille effectivement, quand vous êtes confronté à ça, de donner systématiquement suite à toute agression en déposant plainte. La main courante, ça a un rôle plutôt pour les assurances, mais ce qui compte évidemment, c'est de signaler à votre conseil de l'ordre départemental et de porter plainte auprès du commissariat, ou même de nous remonter les infos si jamais vous avez besoin si vous êtes victime de ce genre de situation, n'hésitez pas à nous contacter ou à demander conseil. Alors là, je vous ai mis la fiche de signalement du CNOM que vous trouvez sur le site, qu'on pourra vous fournir si vous en avez besoin. C'est pas très lisible. Bon, en gros, c'est pour remplir les statistiques. Donc, on vous demande le motif de l'incident, l'atteinte au... L'appel est centralisé, il y a un médecin qui étudie, qui transmet aux autorités, à la fois gendarmerie et police, et à l'ordre et aux élus locaux, et vous n'êtes pas laissé en plan, on vous rappelle, on vous tient au courant de l'évolution des choses. Donc ça peut être un dispositif intéressant, notamment dans le Nord, qui est confronté à une délinquance qui est plutôt liée au grand banditisme et oui, à ce genre de menaces. On a un confrère qui a été menacé. Les types allaient même jusqu'à suivre ses enfants à la sortie de l'école, donc ça peut aller très loin, et
il ne faut pas hésiter à réagir et à demander de l'aide.